Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas dit ça. Mais vraiment. Ça fait vraiment extrêmement longtemps que je n'ai pas tourné. Un petit manque de motivation, un petit manque de temps. Une grosse flemme de monter les vidéos aussi. Hein, surtout les vlogs. C'est pour ça que là j'ai pas vlogué depuis le mois d'avril. J'en peux plus de monter des vlogs. Je n'en peux plus. Aujourd'hui je vais vous faire un tag. Qui s'appelle en anglais je crois Mid-Year Freakout Book Tag ou Mid-Year Book Freakout Tag, quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire, je crois que vous avez dû le voir passer. Moi je l'ai vu passer sur une chaîne anglophone en particulier, donc sur la chaîne de Emily Fox, donc je vous parle assez régulièrement, histoire de vous présenter un petit peu toute la première moitié de mon année 2021 en lecture, sachant que c'est une catastrophe. Voilà, littéralement c'est une catastrophe. Je crois que j'en suis à même pas encore 50 livres lus. Voilà. 2021 ne sera clairement pas une grosse année de lecture. Mais bon, je me dis que comme j'ai pas tourné beaucoup de vidéos ces derniers temps, ça me permet de vous présenter quelques romans dont je n'ai pas pu vous parler sur la chaîne. Puis voilà, peut-être revenir sur certains titres dont je vous ai parlé, mais qui méritent que je donne encore plus d'importance à leur histoire, à leurs personnages, à leur intrigue, à leur auteur sur la chaîne. Comme vous pouvez le constater, je suis à Rennes, puisque je travaille tout l'été. Donc j'ai essayé quand même de prendre pas mal de bouquins qui sont derrière moi, comme ça je peux vous les montrer. Mais évidemment, avec ce que j'ai là, je peux clairement pas vous présenter tous les livres dont j'ai envie de vous parler dans ce tag. Et donc évidemment, il y aura des petits inserts, enfin, vous avez l'habitude quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez constaté, mais clairement, la bibliothèque se remplit progressivement. Clairement, voilà. Bon, la première question, toute simple, quel est le meilleur livre que vous ayez lu en ce début d'année 2021 ? C'est assez simple, hein. Depuis le début de l'année j'ai eu on va dire 2 coups de cœur, et encore, qui vont être les 2 premières questions en fait de ce tag. Donc le meilleur livre que j'ai lu je pense en ce début d'année c'est le tome 6 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Je vous ai fait toute une partie de vlog, je crois, où je vous parlais de ce roman et au final je crois que j'ai tout coupé parce que j'avais tellement la flemme de monter ce vlog que j'ai coupé une grande partie. Je crois que c'était le vlog du week-end d'Amil qui faisait peut-être 2 heures de rush et qui au final fait une demi-heure de vidéo. Donc voilà. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu les grands points qui m'ont plu dans ce tome 6. Pour moi il est un petit peu en miroir avec le tome 6 de l'Assassin Royal et qui avait été d'ailleurs ma meilleure lecture de 2020 du coup, l'année dernière. Clairement le tome 6 de l'Assassin Royal c'est l'un de mes romans préférés du monde entier. Il m'a fait ressentir des sensations, des émotions que j'ai rarement ressenties dans une lecture, honnêtement c'est assez fou. En termes de personnages, en termes d'histoire, d'intrigue, d'écriture en fait, de tout, c'était brillant. Et dans les Aventuriers de la mer, alors je l'ai quand même un petit peu moins aimé que le tome 6 de l'Assassin Royal, mais j'ai retrouvé cette espèce d'élan émotionnel que j'avais ressenti dans l'Assassin Royal, cette espèce d'engouement, parce que globalement ce sont des sagas qui ne sont pas très actives, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est assez contemplatif, on avance, mais en même temps comme c'est très long, on prend le temps de poser les choses. Et dans ce tome 6, justement, il y avait beaucoup de choses qui s'accéléraient. Clairement, je me souviens que la fin, je l'ai lu d'une traite, comme le tome 6 de l'Assassin Royal, parce qu'en fait, on peut pas s'arrêter. Il se passe plein de choses en même temps, et clairement, on peut pas en fait s'arrêter complètement. On a juste envie de savoir la fin, qui est pas vraiment une fin, puisqu'après, il y a le tome 7 dans la continuité, mais vous voyez ce que je veux dire. Clairement, je pouvais pas m'arrêter. J'étais prise avec les personnages dans ce qu'ils vivaient. J'ai trouvé que c'était original au possible. J'ai trouvé que il y avait des thématiques, encore une fois, qui étaient abordées, qui étaient extrêmement intéressantes. Dans les Aventuriers de la mer, ce qui est bien, c'est que il y a une forte notion de féminisme qu'on n'avait pas forcément dans l'Assassin Royal. Je mets de gros guillemets parce que puisque effectivement avec les personnages d'Astérie ou de Ketriken, évidemment on a ces notions de féminisme dans l'Assassin Royal, mais je trouve que dans les Aventuriers de la mer, c'est vraiment des notions qui sont particulièrement développées, avec le personnage d'Althea en particulier, mais pas que en fait. C'est plus dans la globalité du récit que je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont pointées du doigt, qui sont développées, qu'on n'avait pas dans l'Assassin Royal et qui sont particulièrement intéressantes. Après, je tiens quand même à le souligner, dans les Aventuriers de la mer, je trouve qu'il y a quand même des gros trigger warnings à mettre. On a notamment des scènes de violence physique qui sont mises en œuvre. Il y avait déjà des scènes de violence physique dans l'Assassin Royal, mais je trouve que c'était pas à ce niveau-là. Dans les Aventuriers de la mer, clairement, il y a des scènes qui m'ont prise aux tripes parce que littéralement j'avais mal pour les personnages. Je tiens aussi à le préciser, il y a des scènes
plus ou moins explicites d'agression sexuelle, voilà, qu'on n'avait pas forcément dans l'Assassin Royal, donc faut aussi voilà, y penser, se mettre dans l'esprit qu'on est quand même sur des bateaux, on est dans un univers qui est plus sale en fait. C'est vrai que c'est l'ambiance en tout cas qui s'en dégage, je trouve. On est dans un environnement qui est plus sale, plus sombre, et du coup, forcément, des thématiques en découlent, et je pense qu'il faut être au courant de ces thématiques avant de se lancer. Mais pour moi, clairement, ce tome 6, c'est le meilleur depuis le début de la saga. On a vraiment des personnages qui commencent à évoluer dans le bon sens. Malta, je pense à toi. On a vraiment des retournements de situation qu'on voit pas forcément venir, des évolutions dans la trame qu'on voit pas venir non plus. C'est assez impressionnant la façon dont à chaque fois Robin Hobb arrive à me surprendre en partant d'un postulat assez classique et en évoluant vers une chose à laquelle on ne s'attend pas en fait tout simplement. Donc vraiment ce tome 6 je l'ai adoré et c'est clairement ma meilleure lecture depuis le début de l'année 2021. La deuxième question du coup c'est la meilleure suite que vous ayez lu en ce début d'année. J'aurais clairement pu mettre le tome 6 des Aventuriers de la Mer, mais j'ai choisi de mettre mon deuxième coup de cœur depuis le début de l'année, donc c'est le tome 4 de Heartstopper d'Alice Oseman. Évidemment, je ne vous en ai pas encore parlé puisque je l'ai lu au mois de mai. Je vous ai dit dans ma vidéo sur Alice Oseman que je trouvais que chaque tome était meilleur que le précédent. À l'époque j'en mettais qu'au tome 3 puisque le tome 4 n'était pas sorti. Et je trouve qu'en fait cette tendance se vérifie avec ce tome 4. Ce tome 4 est brillant. Je suis impressionnée par la maîtrise d'Alice Oseman, par la maîtrise des personnages, la maîtrise des thématiques, de la façon dont elle va présenter son intrigue, la façon dont elle va présenter les différentes choses qui vont arriver aux personnages. Je trouve ça absolument brillant. Particulièrement dans ce tome 4 où elle va commencer à aborder des thématiques encore plus compliquées. On avait déjà des prémices dans le tome 3 mais là c'est vraiment plus poussé, notamment au niveau des troubles alimentaires de Charlie. J'ai déjà tellement dit sur Alice Oseman, elle ne fait que confirmer tout ce que je pense déjà d'elle à la base. Clairement ce tome 4 était une pépite, c'était une merveille. Et en plus dans ce tome 4 on a un petit peu la superposition des histoires avec This Winter qui est l'une des nouvelles d'Alice Oseman qu'elle a écrite sur Nick et Charlie. Et on a aussi une partie de Solitaire, toujours d'Alice Oseman, son premier roman. Et on va avoir vraiment la superposition temporelle de ces trois récits. Et j'ai adoré en fait retrouver ces petits passages de Heartstopper 4 parce qu'on voit d'autres points de vue. C'est toujours extrêmement bien fait et vraiment elle m'impressionne littéralement. La question 3 c'est une nouvelle sortie que je voudrais lire. Alors, elle est juste derrière moi. J'adorerais pouvoir lire extrêmement rapidement le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon qui m'a été envoyé par les éditions de Saxius. J'ai tellement aimé le tome 1. Je vous remets le vlog où j'ai lu le tome 1 dans le petit i, mais clairement j'avais trop aimé cette lecture. Enfin, c'était extrêmement original, j'ai tellement aimé les personnages, j'ai tellement aimé la plume, l'univers était fou. Enfin vraiment j'ai adoré le tome 1. Donc évidemment, une nouvelle sortie que je veux lire, c'est évidemment ce tome 2. Et en plus, il est sublime. Enfin, littéralement, il est sublime. Donc clairement, je vous en redonne des nouvelles, je pense, courant de l'été. Si je recommence à vlogger, ce sera encore mieux. Mais clairement, j'ai trop hâte. La question 4, c'est la sortie que l'on attend le plus pour la deuxième moitié de l'année. Personne ne sera étonné. J'attends avec impatience le tome 3 de Anne de Green Gables, donc Anne de Redmond, qui a été annoncé avant-hier, je crois, par les éditions Monsieur Toussaint Louverture, avec une couverture somme toute sublime, hein, clairement, je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est une merveille, littéralement. Et il sort le 9 août. Donc, croyez-moi que le 9 août, je l'ai. Hein, parce que j'ai juste tellement hâte. La fin du tome 2 m'a laissé un petit goût en bouche de je veux savoir comment ça va aller ensuite pour les personnages, je veux savoir comment la suite de la saga a été utilisée pour faire la série en fait, parce que je sens quand même qu'il y a des éléments qui ont été pris de la suite de la saga pour écrire le scénario de la série, c'est évident, enfin ça sortait pas nulle part, et juste hâte de voir comment ça a été fait justement. La question 5 c'est ma plus grosse déception depuis le début de l'année. En fait, ce qui est étrange, c'est qu'en soi, j'ai pas eu de mauvaise lecture depuis le début de l'année. Mais je vais vous parler d'un livre qui a été quand même une certaine déception que j'ai terminé la semaine dernière. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est ma plus grosse déception depuis le début de l'année, mais en tout cas, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit parce que je l'ai terminé assez récemment. Donc, il s'agit de La vie invisible d'Addie LaRue de Willy Schwab. Ça va en étonner, je pense, pas mal quand même, sauf ceux qui me suivent sur Instagram et qui le savaient déjà.
En fait, c'est pas que j'ai pas aimé ce roman, parce que je l'ai fini, enfin il fait 700 pages, j'ai mis du temps mais je l'ai fini. J'ai pris plaisir à le lire, mais j'avais pas forcément envie d'y retourner. J'ai trouvé que c'était un récit qui était très original sur le fond, sur la forme. On suit cette jeune fille, donc Addie, qui naît au tout début du XVIIIe siècle, oui ça doit être ça, à Villon-sur-Sarthe, donc en France. Suite à un mariage dont elle ne veut pas, elle va prier un dieu. Ce dieu va lui offrir l'éternité, en échange de quoi elle va devoir vivre sans que les gens se souviennent d'elle. C'est-à-dire que si elle rencontre quelqu'un et qu'elle part dans la pièce d'à côté, quand elle reviendra, cette personne ne se souviendra pas d'elle. Ça c'est problématique, hein, vous imaginez bien. Donc on a une double temporalité, on la suit à la fois au tout début de sa vie, donc courant du 18e, 19e siècle, et on la suit aussi en 2014, où elle va enfin rencontrer quelqu'un, un libraire, qui se souvient d'elle. Pourquoi? Vous allez le découvrir si vous le lisez. Il y a une raison hein, derrière, ça sort pas de nulle part. Donc cette double temporalité, moi elle m'a pas mal désarçonnée je pense. J'aime bien les doubles temporalités en général, mais là, je sais pas, je pense que ça m'a un peu perdue quand même. Je trouve que les idées sont très bonnes. Il y a vraiment du potentiel dans ce roman. Je pense réellement que ça aurait pu être quelque chose d'assez fou, en tout cas pour moi. Mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage en fait. Vraiment, je suis vraiment restée très en marge de l'histoire. Je les ai regardés plus en tant que spectatrice et j'ai pas tellement pris part à l'histoire, et c'est vrai que du coup je me suis pas sentie impliquée dans ce qui arrivait au personnage, et forcément dans un livre comme celui-là qui est extrêmement contemplatif, où il n'y a pas d'action, ça coince un peu. Mais pour autant c'était pas une lecture désagréable, c'était bien, c'est bien écrit, il y a vraiment des idées et des réflexions qui sont extrêmement intéressantes autour de la vie, de la mort, de la foi, de l'espoir, des liens que l'on entretient entre tous les êtres humains. Il y a vraiment de très bonnes idées, mais ça l'a pas forcément fait avec moi. Et j'en suis la première déçue parce que clairement ce roman me faisait envie depuis sa sortie VO en fait. Littéralement j'avais envie de le lire depuis ce moment-là. Et il ne l'a pas été à la hauteur de mes attentes en fait. Voilà. Et ça me déçoit beaucoup parce que effectivement il y a plein d'autres lecteurs qui ont été absolument sublimés par cette lecture, qui l'ont absolument adorée, qui étaient en pleurs à la fin. Moi à la fin j'étais là, ok, enfin vraiment ça m'a rien fait. Et même là, je vous ai dit je l'ai fini la semaine dernière, j'ai déjà pratiquement tout oublié. Ce qui est quand même assez drôle puisque bah j'ai oublié Attila, oui quoi. Voilà. Donc clairement c'est le premier auquel j'ai pensé. Je sais pas si c'est réellement ma plus grosse déception, mais clairement ça l'a pas forcément fait à 100% avec moi. La question numéro 6, c'est ma plus grosse surprise depuis le début de l'année. Évidemment j'ai pensé à ce roman dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne, puisque j'ai coupé les passages du vlog où j'en parlais. Que j'ai reçu en service de presse de la part de Babelio, qui est une espèce d'énorme bricasse que je pensais être du jeunesse et qui du coup ne m'intéressait, parce que sinon je l'aurais pas demandé en SP, mais disons que je mettais pas énormément d'espoir dedans, et au final ça a presque été un coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. Il s'agit de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Il y a des petites choses à redire, mais j'ai tellement aimé les personnages, j'ai tellement aimé l'intrigue, j'ai tellement aimé le système de magie qui a été mis en place dans cet univers que réellement j'ai adoré en fait, je l'ai dévoré. À la fin, les 100 dernières pages m'ont pris mon cœur, ils sont partis très loin avec. J'ai trouvé ça extrêmement bon en fait, et j'ai juste une hâte, c'est de lire le tome 2 qui doit sortir à l'automne. J'ai trop hâte, vraiment j'ai extrêmement hâte. Vraiment, j'ai adoré ce roman. On suit Arya qui vit dans un royaume qui s'appelle Helios. On la suit au début du roman dans sa vie quotidienne. Elle a sa maman qui est pâtissière ou cuisinière, ou je crois que c'est pâtissière, qui va aller faire à manger en fait pour les gens qui habitent le château. Donc, que ce soit le roi, ses fils, ses invités, enfin bref, tout le monde quoi. Et Arya du coup la suit pour l'aider en cuisine jusqu'au jour où il va y avoir un élément qui va tout faire basculer au point qu'en fait la ville va être abandonnée en fait, littéralement, il va plus y avoir personne dans la ville, donc Arya se retrouve toute seule, puisque au moment de l'effondrement, entre guillemets, elle s'est retrouvée seule dans une salle et que du coup elle a été préservée. Je rentre pas trop dans les détails sinon ça vous spoil un petit peu, mais globalement c'est à peu près ce qui se passe. Et du coup Arya va partir en quête pour retrouver sa famille, et elle va rencontrer pas mal de personnes sur sa route. Elle va découvrir qu'en fait elle a un destin, voilà, le trope un peu
lambda, basique, classique, mais que j'aime beaucoup. Et en fait, elle a des pouvoirs magiques et ces pouvoirs, c'est la capacité d'utiliser l'essence même des mots. C'est assez particulier à décrire comme ça, mais vous comprendrez quand vous le lirez. Clairement, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. C'est vraiment... il y a eu un nombre de mots que je ne connaissais pas dans ce roman. Ça m'arrive pas très souvent, honnêtement. Je pense que globalement, c'est vrai que dans la littérature young adulte, on a souvent affaire au même vocabulaire. Là, c'était pas le cas. Vraiment, on était sur quelque chose de vraiment poussé en termes de linguistique pour le genre. Je sais que tout le monde n'a pas forcément été conquis par cette lecture. Il y a pas mal de gens qui l'ont abandonné ou pas aimé. Moi, clairement, ça l'a totalement fait. Donc, bon, moi, je vous le recommande. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Le nouvel auteur favori. Alors, favori, peut-être pas, mais une auteure que j'ai découvert cette année que j'ai adoré. Il s'agit de... Peut-être que vous savez. Erin Morgenstern, évidemment, qui a écrit du coup La Mer sans étoiles. Lui, par contre, je vous en ai parlé en long, en large et en travers en vlog, donc je vais pas épiloguer. Je vous remets dans le petit i, le vlog en question. J'ai trop aimé ce roman. Vraiment, j'ai adoré. Encore une fois, on est vraiment comme avec La Passeuse de mots finalement, sur des romans qui ont frôlé le coup de cœur, qui ont été d'excellentes lectures, que j'ai absolument adoré, tous les deux de la fantasy. Mais celui-là, on est encore sur une dimension supérieure, puisqu'on est sur de la fantasy presque, on pourrait dire adulte en fait, je pense clairement, qui va aborder encore plus de thématiques, qui va rentrer dans une dimension onirique, qui est pas forcément facile à percevoir je trouve, ou à comprendre, ou en tout cas c'est pas une dimension dans laquelle on s'immerge facilement. C'est peut-être un niveau de lecture encore au-dessus, mais en tout cas c'était brillant. J'ai trop aimé ce roman, j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions qui étaient passionnantes. Moi j'ai toujours mes idées sur la signification propre de ce roman, j'en ai parlé d'ailleurs avec d'autres lecteurs qui ont été pas mal conquis par mon idée aussi, donc j'étais plutôt contente. Mais clairement, j'ai adoré. Donc pareil, je peux que vous le recommander. Mon nouveau crush littéraire. Je suis obligée de reprendre un livre dont je vous ai déjà parlé, Kilian de La Passeuse de mots, que j'ai trop aimé. Enfin, littéralement, j'ai trop aimé ce personnage. Le pire, c'est que, en un sens, c'est un personnage qui peut paraître assez cliché. On en voit des comme lui dans les autres romans. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il avait une touche supplémentaire, il m'a touchée d'une certaine façon, c'est lui qui m'a vraiment... C'est lui qui m'a, je pense, fait le plus apprécier le roman. Parce qu'en soi, Ariad, l'héroïne principale, m'a pas tant conquise que ça, je l'ai pas trouvée particulièrement attachante. Par contre, Kilian, j'ai aimé la façon dont il se met en position pratiquement de protecteur avec Arya, mais à la fois, il garde vraiment une part de mystère en lui, et à la toute fin, on commence à sentir un petit peu le voile qui se lève sur son passé, sur son histoire, et c'est pour ça encore plus que j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, juste pour connaître un petit peu plus de Kilian quoi. Voilà, mais j'ai vraiment trop aimé ce personnage, donc rien que pour lui, je vous recommande de lire La Passeuse de mots. Alors la question suivante, si je ne m'abuse, c'est une question à laquelle j'ai pas réussi à répondre, parce que pour moi ça rejoint beaucoup en fait la question précédente, c'est mon nouveau personnage favori. Clairement, je sais pas tellement la différence entre crush et personnage favori. Enfin, là pour le coup on est clairement sur le même personnage, ça va rester Kilian. J'ai vraiment trouvé que c'était un très bon personnage, avec vraiment de très bons points à aborder, avec une personnalité vraiment propre, et pour moi c'est tout ce qu'il faut pour faire un bon personnage, donc je suis obligée de remettre Kilian et La Passeuse de mots dans cette catégorie. La question 10, c'est un livre qui vous a fait pleurer. Je ne pleure jamais dans les romans, vous le savez normalement. Mais un roman qui m'a particulièrement touchée en ce début d'année, et il s'agit de Autobiographie de Christina Loren. C'est un livre que j'ai commencé à lire, je crois que c'était en janvier, enfin je ne crois pas, je suis sûre, c'était en janvier. J'ai lu la moitié, un petit peu plus, et je l'ai mis en pause, parce que c'est un roman qui me faisait mal en fait. Pour ce qui se passait dedans, pour les thématiques qui étaient abordées, pour l'histoire en général. Ça me faisait mal par rapport à ce que je vivais moi à ce moment-là aussi de ma vie. Donc je l'avais mis en pause. Je le lisais en VO d'ailleurs. Et je l'ai repris. En avril je crois, j'étais encore ici, donc oui en avril. Et en fait, j'ai eu un autre regard sur ce roman à partir du moment où j'ai recommencé à le lire, donc je l'ai repris à partir de la moitié. Et en fait, c'est un roman qui m'a beaucoup parlé, c'est un roman qui a fait écho en moi par rapport à ce que j'ai vécu. Pourtant, en soi, il n'y a pas tellement de raisons, parce que, à part le fait que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour du coup homosexuelle entre deux garçons, qui se passe dans la communauté mormone aux États-Unis, donc rien à voir avec moi, hein, clairement. Mais sur les aspects, on va dire thématiques, sentimentaux, on est vraiment sur
quelque chose que j'ai vécu moi il n'y a pas très longtemps et pour ça en fait il m'a particulièrement touchée et en fait j'ai eu un peu l'impression que réussir à terminer ce roman ça a été la possibilité pour moi aussi de faire un pas en avant et de faire la paix avec cet événement qui s'est passé dans ma vie. Depuis j'ai fait du chemin, depuis ça va. Mais clairement ce roman il a été là pour moi au bon moment en fait. Au début non, c'est pour ça que je l'ai mis en pause et j'ai bien fait parce que réellement quand j'ai lu la deuxième moitié j'ai été tellement touchée par cette histoire parce que réellement ça m'a parlé en fait. Ça a résonné en moi et c'est hyper subjectif hein. Clairement je suis pas sûre que ce roman vous fera le même effet à vous. Mais pour moi, il a été une vraie révélation. C'est un roman que je relirai parce que réellement, rien que pour ce qu'il m'a apporté et pour du coup l'impact qu'il a eu sur moi, voilà, clairement c'est un magnifique roman qui, enfin, je pourrais même pas le qualifier de coup de cœur parce qu'en soi, je l'avais quand même mis en pause à un certain temps. Mais voilà, il a été là au moment où j'en avais besoin et je pense que voilà, rien que pour ça, je suis obligée de le mettre dans cette catégorie. Alors, la question 11, c'est un livre qui vous a rendu heureuse du coup. Moi c'est un roman que j'avais déjà lu donc c'est une relecture et c'est ma relecture de La Quête des Willan et des Mondes des Willan de Pierre Bottero que j'ai relu au cours du mois de la fantaisie. Donc on va particulièrement parler d'un monde à l'autre, le tome 1 de La Quête des Willan qui m'a empli de joie, clairement. Je ne vous ai pas fait de bilan du mois de la fantaisie parce que ça a été une réelle catastrophe. J'ai lu 6 livres en 12 jours sur les 12 premiers jours du challenge, donc j'étais sur un rythme effréné. Et après je n'ai plus rien lu. Voilà. Et du coup comme les 6 livres en question c'était les 3 tomes de La Quête des Willan et les 3 tomes des Mondes des Willan, je voyais pas tellement l'intérêt de vous faire un bilan sachant que c'était que des relectures quoi. Voilà. Mais du coup clairement mes relectures des Pierre Bottero ça a été un grand moment. Je les ai dévorées. Littéralement La Quête des Willan, mon intégral fait 750 pages, je l'ai lu en un week-end. J'ai été trop contente de retrouver les personnages, j'ai été trop contente de retrouver la plume de Pierre Bottero, leur histoire en général, de redécouvrir tous les éléments de l'intrigue. Enfin vraiment, j'étais la plus heureuse. C'était trop bien. Et d'ailleurs, il faut vraiment que je relise le tome 3 d'Elana maintenant, parce que du coup, dans la chronologie, c'est le plus logique en fait. Mais réellement, j'ai trop aimé. J'ai été tellement heureuse de les relire. Vraiment, mon début du mois de mai, ça m'a mis du soleil dans ma vie. C'était trop bien. J'étais ravie. Du coup, pareil, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà beaucoup parlé de Pierre Bottero sur la chaîne. Je vous mets du coup la vidéo sur Pierre Bottero dans le petit i si ça vous intéresse. La question 12, c'est le livre le plus beau que vous ayez acheté cette année. J'hésite fortement entre les 2 livres que j'ai reçus hier. Qui sont là. Alors, on va pas se mentir, je reçois quand même beaucoup de livres très beaux parce que c'est vrai qu'actuellement, la tendance, la mode, c'est quand même de faire de plus en plus de livres très beaux, donc au niveau des objets, au niveau des couvertures, au niveau de l'intérieur, c'est vraiment à la mode entre guillemets. Mais là, pour le coup, je trouve que cette maison d'édition, donc Rivka, fait un travail incroyable. Donc, hier j'ai reçu Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin, je savais qu'il manquait un bout, de Laure d'Argelos, qui est magnifique en fait, je n'ai pas les mots, c'est un hardback. En plus de ce que je sais, il y a une mise en page assez particulière, voilà. Il y avait des dessins à l'intérieur, donc rien que l'objet livre a l'air incroyable. Voilà, on est clairement sur une beauté sans nom. J'ai trop hâte de le lire, clairement il me fait super envie, mais ça a l'air trop bien, c'est une histoire forcément de mots et de livres, donc j'adore quand c'est ce genre d'histoire, et il est magnifique. Donc réellement celui-là, pour entrer dans la catégorie. Mais j'ai aussi reçu le tome 2 de Gods of Men de Barbara Kloss. Est-ce que vous vous souvenez quand j'ai lu le tome 1 lors du mois de la fantaisie 2020? J'avais tellement aimé. J'avais tellement aimé ce roman. Ça avait été vraiment l'une de mes meilleures lectures du mois de la fantaisie l'année dernière. Donc on mêlait musique et magie. Que demander de mieux en fait, clairement. Et du coup, bah, le tome 2 est sorti. Il est sorti même hier, je crois. Il y a des dessins à l'intérieur, enfin comme dans le tome 1 en fait. Réellement, c'est une beauté. Je savais pas lequel choisir. Faites votre choix, clairement ils sont magnifiques tous les deux. J'ai sûrement dû en recevoir d'autres qui étaient absolument sublimes, mais là comme ça, il n'y a rien qui me vient, et puis surtout bah, comme ils sont là, autant en profiter quoi. Non. Du coup la dernière question de Stag, c'est les livres que je veux absolument lire en cette fin d'année, en cette deuxième moitié de l'année 2021. Et ma réponse c'est... Je sais pas en fait. En fait il y a plein de livres qu'il faut que je lise, mes SP, hein, notamment. Bien.
Faudrait que je me fasse une petite liste de livres perso entre guillemets qu'il faudrait que je lise en cette fin d'année. Mais en vrai, dès que je me fais des piles à lire, je les respecte pas. Ou alors justement ça me met dans des pannes de lecture parce que je me sens obligée de les lire mais du coup je les lis pas, donc vous voyez l'engrenage. Donc clairement, les livres que je veux lire en cette fin d'année, bah écoutez, on verra bien. Voilà, et je me mets pas vraiment de titre en tête. Je sais qu'il y a des livres que je lirai, mais après je vais y aller un peu au feeling. J'aimerais terminer Les Aventuriers de la Mer. Je suis en train de lire le tome 7 depuis le 15 mai. On est le 1er juillet. Pourquoi pas après tout, hein, voilà, toujours plus de retard. Des livres en VO. Probablement ces trois-là, ce serait bien, ou en tout cas l'un des trois, ou deux des trois, ou... on verra bien, mais en tout cas j'aimerais quand même bien lire en VO. J'aimerais bien terminer celui-ci. The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James, que je lis en audio depuis le 24 avril. Tout va bien. Et mes voisins font vraiment un boucan d'enfer. C'est fou quand même d'être aussi bruyant. Je disais donc avant que mon appareil photo ne s'éteigne lâchement que vraiment je me mets aucune pression pour les livres que je lirai en cette fin d'année. Clairement, vu l'échec qu'a été cette première moitié de 2021, on va éviter de se mettre la pression, sinon ça va être une catastrophe, clairement. Et puis bah c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions du coup en commentaire, je vous les mets dans la barre d'infos. Dites-moi si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés dans cette vidéo ou si certains vous tentent. Je vous souhaite de très belles lectures, une bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!